Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, chez vous, au Creusot, où nous allons passer une magnifique journée de réflexion sur l'industrie. Donc cette interview, elle a deux buts. Mieux comprendre votre territoire, ses spécificités, les politiques que vous mettez en œuvre. Alimenter notre réflexion aussi sur les questions de l'industrie, en essayant de saisir des facteurs déterminants du territoire dans l'accueil, la préservation, le développement des entreprises industrielles. Ma première question est assez simple. L'économie industrielle du Creusot-Monceau s'est construite en grande partie sur l'industrie minière, sidérurgique et métallurgique, marquée par la présence de la famille Schneider. Aujourd'hui, l'industrie semble se renouveler vers des secteurs porteurs, mettant ainsi à distance la période difficile des années 80, après le choc, bien sûr, de la fermeture du Creusot-Loire. Si le Creusot-Monceau renoue, semble-t-il, avec une histoire industrielle positive, à quoi cela est-il dû, selon vous? Quels sont les atouts du Creusot dans les nouveaux projets industriels? Sommes-nous dans une continuité ou dans une rupture? Alors, il fallait rompre, si vous prenez la question comme ça, rompre ou poursuite, il fallait rompre avec la mono-industrie, qui nous a énormément fragilisés et qui fragilise d'une manière générale tous les bassins industriels. Donc on était sur une mono-industrie importante, bien entendu, ici, sur un gros pôle industriel, et il fallait passer de la mono-industrie à une industrie qui soit beaucoup plus diverse, et sur différents secteurs. C'est la volonté que nous avons eue dès le départ, en réindustrialisant d'une autre manière, c'est-à-dire de manière sectorielle, et de ne pas rendre forcément interdépendants les industries les unes avec les autres. Et donc, être sur un secteur le moins concurrentiel possible, et pour être le moins concurrentiel possible, être sur des marchés de niche. Voilà, c'était l'objectif. On a mis du temps pour le faire, mais on y est arrivé. Et pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire une industrie mondialisée sur des secteurs qui sont porteurs et des marchés de niche, il fallait bien entendu, dès le départ, inscrire dans le marbre la recherche, le développement. C'était fondamental. Ce que nous avons fait, et quand je dis nous, c'est à la fois les acteurs publics et à la fois les acteurs privés. C'est ensemble que nous avons réussi à reconstituer ce tissu industriel au fur et à mesure des années. Mais alors, selon vous, là, on comprend qu'il y a de l'innovation, de la recherche, de l'investissement, vraisemblablement. Quel rôle jouent les infrastructures qui sont présentes dans le territoire? Ou bien, qu'est-ce qu'il vous semble impossible de manquer? C'est-à-dire, faut-il créer de nouvelles infrastructures pour que ces industries nouvelles soient pérennes? D'abord, il y a l'infrastructure, c'est le réseau. Quand on veut développer, il faut un réseau. Et on a la chance d'être aujourd'hui sur un territoire, moi je le dis souvent, qui est connecté. Connecté ferroviaire, c'est le TGV. S'il n'y avait pas eu le TGV, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il faut être lucide quand même. Sur la ligne Paris-Lyon-Marseille. Ensuite, il y a la route, puisque nous avons l'autoroute qui est tout à côté, la RCEA, comme je le disais. On a la Saône, c'est-à-dire le fluvial, très important également. Et puis, est-ce qu'il fallait créer d'autres infrastructures? Oui, tout ce qui est lié notamment à la fibre, puisque là, les entreprises aujourd'hui ne peuvent pas fonctionner sans fibre et sans un réseau numérique qui soit performant. Nous nous sommes engagés il y a une quinzaine d'années sur le déploiement de la fibre, d'abord pour le secteur économique, maintenant pour tout le monde, mais on a été précurseurs dans ce domaine avec le territoire qui est à côté, le Grand Chalon notamment. Donc il faut à la fois préserver des infrastructures existantes. Je pense au ferroviaire, parce que la grande chance que nous avons ici, au Creusot comme à Monceau, c'est qu'en plus, à l'intérieur des sites industriels, nous avons un réseau ferroviaire. Et ça, pour un industriel, c'est très important. Donc, une infrastructure existante qu'il fallait entretenir et développer, et puis les infrastructures qui créent les connexions entre d'autres territoires et notre bassin industriel. C'est ce que je disais, c'est le TGV, c'est l'autoroute, c'est le fluvial, et puis maintenant c'est le numérique. Et les industriels qui s'implantent ici aujourd'hui ou qui pensent à s'implanter, selon vous, qu'est-ce qui compte le plus pour eux? C'est la qualité des infrastructures, le maillage, la question de la formation, de la qualification de l'emploi? Les trois. Les trois. Si vous manquez un des trois, et vous avez justement donné les axes forts, ça peut ne pas marcher. Et donc, il faut absolument les trois. Et donc, sur la formation, c'est là que sans doute nous avons le plus travaillé, de manière à
à proposer des formations ici, sur le territoire, via l'université, le lycée et d'autres, de manière à pouvoir apporter la main-d'œuvre nécessaire à nos industries, puisque nos industries ont cette particularité, qui peut être un avantage ou un inconvénient, moi j'y vois plutôt un avantage, c'est que nous n'avons que des emplois qualifiés. Nous n'avons pas d'emplois, nous n'avons pas d'ouvriers spécialisés. Ce ne sont que des ouvriers qualifiés. Sans compter les techniciens, techniciens supérieurs, ingénieurs, ingénieurs-chercheurs. La proportion étant un tiers, un tiers, un tiers. Donc il fallait des formations. Ça a mis du temps, mais aujourd'hui, on récolte les fruits, c'est-à-dire que les jeunes qui sortent de l'université, notamment de l'IUT pour les matières techniques, ou du lycée avec les BTS, sont employables à la sortie de l'école. Ce qu'il manque, et ce que nous essayons de développer, justement, parce qu'il y a toujours des manques, c'est pas parfait, et en écoutant les industriels, on le voit bien, c'est tout ce qui est numérique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un très bon technicien, un très bon ingénieur, mais comme aujourd'hui les industries qui sont des industries de pointe ici notamment, se tournent aussi de plus en plus vers le numérique, l'adéquation entre un bon technicien et sa capacité à être bon aussi sur le numérique, c'est moins évident. Et donc nous devons travailler maintenant, dans les formations que nous apportons avec l'université, à pouvoir dispenser aussi ce numérique nécessaire dans tous les métiers aujourd'hui de l'industrie. Donc vous venez de nous parler de la transition numérique d'une certaine manière. Si on aborde maintenant la question énergétique, notamment de la transition énergétique, bon, on voit bien que les équilibres internationaux sont en train de changer, que l'énergie, le renchérissement du coût de l'énergie risque de poser un problème, y compris pour l'industrie. Vous qui connaissez bien vos industriels qui sont implantés dans le territoire, comment ils envisagent la décarbonation de leur activité? Est-ce qu'ils envisagent une certaine autonomisation par rapport à certains réseaux? Comment vous voyez ça, vous? Je sens que les industriels sont partie prenante. Hein. Pour certains, ils ont déjà anticipé, avant même qu'on soit en situation d'urgence, parce qu'aujourd'hui, on est en situation d'urgence. Donc, d'un côté, les industriels ont anticipé, d'un autre côté, la communauté urbaine a accompagné. D'accord. Parce que quel est notre rôle là-dedans? Notre rôle, il est d'abord en termes d'ingénierie, c'est-à-dire d'accompagner au niveau ingénierie tous les projets qui doivent être déposés auprès des financeurs, puisque la région finance, l'État finance, et souvent les industriels sont un peu démunis devant les montages de dossiers. Nous, on a l'ingénierie pour ça, qu'on met à la disposition des industriels. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur notre règlement d'intervention propre, c'est-à-dire sur l'immobilier, on met des critères pour que l'accompagnement de la communauté de manière financière se fasse s'il y a des critères liés à l'éco-conditionnalité. Donc ça, c'est concret, c'est dans le règlement d'intervention, les industriels sont tout à fait d'accord, et à chaque fois que la communauté aide une entreprise à se développer, et notamment sur le secteur immobilier, c'est-à-dire on agrandit l'usine ou on la transforme, la communauté aide aux côtés d'autres. Ça, c'est le deuxième aspect. Troisième aspect, c'est sur les déchets, la production de déchets. On est en train de faire un gros travail également pour réduire au maximum les déchets, quels qu'ils soient, les déchets industriels. Donc là, on travaille en lien direct avec les industries. Et puis, quatrième élément, c'est directement lié aux industriels, qui eux-mêmes, parce qu'ils ont de la recherche, parce qu'ils ont des bureaux d'études, se sont lancés dans la décarbonation en termes de production. Je prends l'exemple ArcelorMittal, qui va investir plusieurs millions, ils ont déjà commencé, sur des fours électriques. Alors, ça tombe mal, vu le prix de l'électricité. Mais voilà, la volonté de n'avoir que des fours électriques. Donc là, dans quelques temps, il n'y aura que des fours électriques à ArcelorMittal, donc plus de carbone, quasiment. Alors, je prends un autre exemple, Baker Hughes, qui a inventé le premier compresseur vert, puisqu'il fabrique des turbines et des compresseurs. Et ils ont mis au point un compresseur qui est un compresseur labellisé vert, donc écologique, vendu dans le monde entier maintenant. Voilà, et je pourrais multiplier les exemples dans d'autres industries qui déploient le photovoltaïque, notamment, et là-dessus on accompagne parce que la communauté est porteuse. On a tellement de bâtiments industriels qu'il y a de quoi faire, donc nous allons développer le photovoltaïque sur les bâtiments industriels. Et puis un autre élément, c'est que nous souhaitons développer l'hydrogène, la filière hydrogène, puisque nous ne produisons pas ici d'hydrogène, et la volonté c'est peut-être aussi de produire de l'hydrogène. Donc on a mis en place une filière hydrogène
pour à terme produire, stocker et distribuer. Donc en fait, on comprend que vous allez accompagner, pousser un certain nombre de filières innovantes, d'excellence, qui vont aller vers une industrie décarbonée. Donc je parle sous votre contrôle. Je crois que vous avez 38% d'emplois industriels dans le territoire. Entre 38 et 40. Ce qui est une très très forte proportion par rapport à la moyenne nationale. En tant que président de la communauté urbaine du Creusot, ça change quoi pour vous dans les politiques d'accompagnement et d'attractivité? Comment vous gérez cette particularité de votre territoire? D'abord, on en tient compte, c'est une priorité pour nous, c'est de consolider et de développer encore l'industrie, ce que nous faisons. Mais on ne fait pas que ça. C'est-à-dire qu'on a trop souffert de la dépendance de la mono-industrie pour dire on ne dépendra que de l'industrie. Donc notre job à nous, c'est d'anticiper. L'industrie, on espère que ça durera encore pendant bien des années, et on fait tout pour, mais on ne peut pas être simplement soumis aux aléas des crises économiques, industrielles, etc. Donc il faut développer à côté. Et ce qu'on fait, on développe aussi beaucoup dans les services, dans le tertiaire. Et puis, un élément qui est ressorti au moment des assises de la relance économique, c'est tout ce qui est lié notamment à l'économie sociale et solidaire. Et pour le coup, l'économie sociale et solidaire, elle touche tous les secteurs, y compris les industries. Mais le modèle économie sociale et solidaire, c'est celui que nous voulons développer. Il est déjà bien développé sur notre territoire, pas suffisamment au niveau industriel, mais dans d'autres secteurs. Mais là, c'est une orientation forte que nous prenons pour développer ce modèle, en tout cas, d'économie également. Donc on va en terminer par là. Donc on comprend que vous avez des pistes de diversification et d'accompagnement assez fortes. Selon vous, même si c'est assez difficile aujourd'hui de décrire ce qui va se passer dans les années qui viennent compte tenu de la situation internationale, est-ce que vous êtes maintenant sur la bonne rampe de lancement avec cette diversification des groupes, des ETI, des PME locales? Vous avez donc l'espoir d'avoir une industrie pérenne pendant au moins 10 ans, 20 ans? Je dirais 40 ans. D'accord. 40 ans en étant lucide. Alors ça ne veut pas dire que pendant 40 ans, on aura un niveau d'activité comme on connaît aujourd'hui. Il y aura des baisses, puis ça repartira, mais ce qu'on a déjà connu. Ouais. Mais par exemple, comme on travaille pour le nucléaire, on sait qu'il y a du travail pour 30 ou 40 ans au niveau nucléaire, ici. Comme on travaille pour le militaire, la défense nationale, on sait que ça ne s'arrêtera pas. Et donc, moi je suis plutôt serein sur l'avenir. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y aura sans doute des entreprises qui, à un moment donné, seront en difficulté, comme on l'a déjà connu, et peut-être qu'une autre viendra succéder à celle qui sera en difficulté, ce qu'on a connu aussi. Parce que ce qui est important, quand on est sur un bassin industriel, ce n'est pas de dire nos industries actuelles vont durer toute la vie. C'est de créer un écosystème qui fera que le jour où une entreprise arrêtera son activité, une autre viendra tout de suite derrière pour reprendre, non pas la même activité, mais autre chose, parce que les bâtiments seront en bon état, parce que la main-d'œuvre est disponible et qu'il y a tout pour faire de l'industrie ici. C'est ce que nous disent les industriels. Les derniers qui se sont installés ici, je prends l'exemple du groupe Matière, qui fabrique des ponts modulaires, il a dit quand je suis venu ici, j'ai vu qu'on aimait l'industrie, donc il y a une espèce d'acte d'amour de l'industrie qui m'a beaucoup touché. Il y avait des bâtiments, il y avait des ponts, et puis j'ai trouvé ici toute la main-d'œuvre dont j'avais besoin en termes d'ouvriers qualifiés. Vous voyez ? Et il est venu prendre la place d'une usine qui, elle, a connu des difficultés, qui a fermé. C'est ça qui est important. C'est de maintenir cet écosystème pour qu'il y ait toujours un renouvellement au fur et à mesure qu'on développe l'industrie. Bon, bien, cette leçon de résilience sera la conclusion de notre interview. Merci beaucoup. Merci. Et je vous dis à très bientôt, à Saint-Dizier par exemple. Par exemple, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Okay, merci.